PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech. Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore. Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanaël, chasseur de talent depuis la nuit des temps. Notre engagement ? Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur. Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir Vincent Briand, cofondateur de Deepkey. Deepkey, c'est tout simplement le lauréat des PropTech Awards 2019. Deepkey a su transformer le plomb en or, la data immobilière, en performance économique et environnementale. Alors dans cet épisode, Vincent nous parle de son hypercroissance, de son parcours, de ses échecs, de ses convictions. C'est passionnant, c'est passionnant, c'est passionnant. Vincent, c'est à toi. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravis de t'accueillir sur le podcast et merci beaucoup de ta présence aujourd'hui pour notre première. Alors Vincent, on entend parler de Deepkey partout, mais au fait, c'est quoi Deepkey ? Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux de faire partie de ce premier podcast. Deepkey, c'est une entreprise innovante qui aide les acteurs de l'immobilier à rendre leur patrimoine plus performant d'un point de vue ESG et grâce à la data. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La data. On en parle tellement de cette data. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On le voit aujourd'hui, les patrimoines immobiliers, les acteurs de l'immobilier prennent de plus en plus en compte les dimensions ESG. Soit parce qu'il y a des raisons réglementaires, locales, européennes, mondiales, soit parce que il y a des investisseurs qui de plus en plus demandent à ce que le patrimoine ESG soit de plus en plus performant. En général, parce qu'ils pensent que le patrimoine sera de moins en moins liquide s'ils n'ont pas des actifs qui sont performants d'un point de vue ESG. Et donc nous, notre travail, c'est de collecter l'information au sein de chez nos clients, mais aussi au sein de leurs prestataires et au sein de l'open data. D'accord. Encore un nouveau terme, pour les aider premièrement à y voir clair et mesurer cet impact ESG. Deuxièmement, les aider à être en accord avec toutes les réglementations locales qu'ils ont. Et enfin, les aider à améliorer la performance de leur patrimoine actif par actif. D'accord. Et qui sont tes clients, Vincent? Alors, on a deux types de clients. Nous, on a les asset managers, les propriétaires d'un côté, et puis les occupants de l'autre, privés ou public. Donc dans le public, on travaille avec la mairie de Paris, la SNCF ou encore l'État français. Dans le privé, on travaille avec le groupement des mousquetaires, Corian ou Orpea. Et puis côté investisseurs, on travaille avec tous les gros investisseurs. Les premiers qui s'y sont mis quand même sont les assureurs. Donc, on a beaucoup d'assureurs, comme AXA Investment Manager, Swiss Life Asset Manager, Aviva Investment Real Estate, ou encore Alliance Real Estate. Ok. Et qui a été ton premier client? Premier client, je crois que c'était Picard. D'accord. Oui, la chaîne de magasins froids qui dépense énormément d'énergie dans ses 1000 magasins en France et souhaitait réduire l'impact environnemental de son patrimoine de magasins. Il nous a demandé de les aider à y voir clair tout d'abord et puis ensuite identifier là où en priorité ils pouvaient mettre des actions d'économie d'énergie. Et ça a créé beaucoup de valeur pour Picard? Mais ils en ont mis plein en place, des économies. Et ils sont toujours clients. Donc, c'est tant plus. Bravo. C'est plutôt pas mal. Ça doit bien se passer. Mais du coup, c'est que des grosses boîtes en clients ou t'adresses aussi des boîtes plus petites comme des PME? Alors, nous, c'est pas tant la taille de la société, mais c'est plutôt le nombre d'actifs qu'ils occupent ou qu'ils possèdent. Donc, on peut avoir des petits fonds. On a des clients qui sont des petits fonds qui ont 10, 20 actifs. On a aussi des clients qui ont des chaînes de restaurants ou d'hôtels, de 20, 30 hôtels ou restaurants. Mais c'est plutôt la taille. C'est à partir du moment où, en fait, on peut plus gérer à la main et où on se pose la question de on commence par où? On commence par quel bâtiment pour améliorer la performance? Et d'ailleurs, quelle est la performance de mes bâtiments? Voilà, bien sûr. C'est 15 bâtiments à peu près à partir de 15-20, ça commence à avoir vraiment du sens de se poser la question de manière un peu systématique. Et du coup, concrètement, vous faites quoi? Enfin, si jamais moi j'ai 15 ou 20 bâtiments sur lesquels je m'interroge pas mal sur l'énergie, enfin ça se passe comment? Enfin, sans donner évidemment trop de détails, j'imagine que c'est assez complexe, mais vous faites quoi? C'est quoi votre métier? Enfin, quand je fais appel à vous, qu'est-ce qui se passe? La première chose à se poser comme question, c'est quelle est votre stratégie? Est-ce que vous souhaitez répondre à une réglementation locale, comme en ce moment il y a des choses comme le label ISR, le décret tertiaire en France, ou est-ce que vous souhaitez participer à une initiative comme le Carbon Disclosure Project, la Net Zero Carbon Alliance ou encore le GRESB, ou est-ce que vous souhaitez juste faire des économies et rendre vos actifs plus attractifs pour les locataires en leur montrant que c'est des bâtiments performants qui ont un label BREEAM, HQE, LEED ou autre. En fonction de la stratégie et de l'objectif, là on va commencer par aller chercher l'information que vous avez déjà dans votre fichier Excel, dans Finasset, dans Yardi, dans l'application que vous utilisez, peu importe. Et ensuite, on va aller chercher l'information aussi chez vos fournisseurs d'énergie, les fournisseurs d'eau, les opérateurs de déchets, les facility managers et bien sûr les property managers qui gèrent les bâtiments. C'est plein d'infos aussi.
Et on complète ces informations par les informations open data, qu'on va trouver, la température extérieure, les transports en commun, les risques naturels, et puis on va agréger cette info pour déjà mesurer l'impact. Ce bâtiment-là que vous avez dans le 8e arrondissement, est-ce qu'il est plus performant que celui-là que vous avez dans le 12e, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de vous aider à générer tous les reportings dont vous avez besoin pour des raisons internes, pour vos investisseurs qui vont donner de l'argent à réinvestir, pour des raisons réglementaires, peu importe. Et la troisième chose, c'est-à-dire, bon alors voilà, sur vos 15 bâtiments, 20 bâtiments, il y en a 2 là particulièrement qui sont pas performants du tout en eau, il y en a 2 autres qui sont pas bons non plus en énergie, il y en a 3 là, on a un problème d'accessibilité pour les personnes handicapées, et donc on va vous aider à construire des plans d'action, ce qu'on appelle des trajectoires, maintenant c'est le mot à la mode, des trajectoires pour que d'ici 2030, 2040, 2050, vous ayez que des actifs formidables qui aient un impact ESG très positif. Très intéressant. Et alors, dis-moi Vincent, je sais que beaucoup de PME se regroupent dans les centrales d'achat pour mutualiser leurs achats. Est-ce que tu travailles pour des PME qui seraient peut-être utilisateurs d'un ou 2 bâtiments, qui se fédéraient pour pouvoir bénéficier du produit DeepKey? Alors on le fait dans le public, notamment via les syndicats départementaux. On le fait un peu dans le retail avec des réseaux comme le groupement des mousquetaires, mais on n'a pas encore adressé des centrales d'achat multi-entreprises, multi-secteurs, et donc ça fait partie des prochaines étapes. Et est-ce qu'un jour on pourra passer à une version retail, c'est-à-dire que moi, consommateur personnel, est-ce qu'un jour je pourrais accéder à du DeepKey pour calculer ma performance énergétique personnelle par rapport à un ratio moyen? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est envisageable à terme? Ouais, c'est quelque chose qui est envisageable. Pour l'instant, c'est pas la priorité. Il y a beaucoup à faire avec les investisseurs et les propriétaires, mais c'est quelque chose à laquelle on pense, et on a un projet de R&D permanent d'ailleurs sur ce sujet-là pour continuer à tester le B2C. D'accord. Et sur le marché français, est-ce que vous avez calculé votre part de marché? Quelle est la présence de DeepKey sur 100 immeubles qui existent en France? Combien sont monitorés par DeepKey? Alors, j'ai pas ce ratio-là en tête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on monitore plus d'1 million d'actifs en Europe. Comme nous on installe rien, on se déplace pas sur les sites, ça va très très vite. On a notamment la chance de travailler avec la direction immobilière de l'État français qui représente 200 000 bâtiments, mais des gros asset managers aussi qui ont plusieurs milliers de bâtiments à chaque fois. Ensuite, en termes d'effectifs et en termes de nombre de clients dans le portefeuille, d'après ce que l'on sait, d'après ce qu'on peut voir, on est de loin le plus gros, puisqu'on a la chance d'avoir 120, 130 personnes employées chez DeepKey, présentes à Paris, Milan, Madrid et Londres. On est en train d'ouvrir les bureaux en Allemagne. Et puis, on a plus de 250 clients, dont 60 dans asset manager. D'accord. Ah, c'est un gros bébé. Moi, j'aimerais bien juste qu'on revienne sur le ESG parce que, donc, si je me trompe pas, parce que je suis pas du tout un spécialiste, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Est-ce que du coup vous adressez tous ces critères-là? Est-ce que vous en adressez qu'un seul qui sont environnementaux? Comment et puis peut-être rappeler même rapidement l'intérêt des critères ESG. Ouais. Tout d'abord, c'est vraiment, ça vient de la finance. La notion de ESG, c'est vraiment le monde financier qui l'exploite le plus aujourd'hui. Il suffit de lire la dernière lettre de Larry Fink de BlackRock à ses CEO pour voir qu'il y a 30 fois le mot changement climatique, 12 fois le mot ESG et 20 fois le mot sustainable ou sustainability. Et donc, et ça prend une importance de plus en plus grande. Et même, je dirais, il y aura après et avant 2020. Et la crise de la Covid a accéléré la prise de conscience d'intégrer ces dimensions-là. Et on avait coutume de dire que la valeur d'un actif, c'était location. Ouais. On rajoute le ESG aujourd'hui, c'est très clair. Et quand on écoute nos clients, ils nous disent, moi c'est simple, pas tous encore, mais certains, ils disent, je me projette avec un bâtiment qui doit être minimum de tel niveau de performance d'un point de vue ESG en 2025. Sinon, je sais qu'en 2025, j'aurai des problèmes de liquidité, j'aurai des problèmes pour le vendre. Ouais. Et je perdrai de la valeur. C'est ce que les Britanniques appellent la brown discount. On parle plus de green value de l'immobilier, on parle de brown discount. Ça apporte pas quelque chose en plus, mais si tu l'as pas, mince, tu vas perdre un peu de la valeur à la vente, à l'arbitrage. Et en l'occurrence, le ESG, c'est aujourd'hui, c'est 3 choses. C'est le environnemental, le social et la gouvernance. Et nous, on est un peu à l'image du marché. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, quand on parle ESG, en fait, réduit à environnement. Et quand tout le monde parle environnement, réduit à énergie. Donc, nous, on traite l'énergie, l'eau, les déchets, pour nos clients. Mais c'est vrai que le E est très quantifiable, il y a plein d'initiatives, on entend parler de beaucoup de solutions, beaucoup de choses à faire et d'indicateurs à suivre, et c'est assez clair, on se figure quand même à peu près bien ce que sont que des consommations d'énergie par mètre carré, ou des consommations d'eau par mètre carré, ou des tonnes de déchets. Pour le S et le G,
c'est pas si simple que ça. Il y a des choses. Il y a des choses. Chez Swiss Life, ils ont des bâtiments résidentiels qu'ils mettent à disposition de l'association à des loyers extrêmement. Alors je sais plus exactement quel est le principe, mais là le S doit être extrêmement valorisé. Exactement. Il y a aussi faire travailler des populations locales aux alentours du bâtiment. Il y a aussi organiser des événements sociaux. Il y a aussi donc oui, il y a aussi tout l'aspect sanitaire qui rentre dans le S. Avec la crise de la Covid, ça a pris quand même un sacré élan. Il y a aussi l'accès à la connectivité. L'aspect digital qui entre aussi en ligne de compte. Donc oui, on voit bien qu'il y a des choses, mais il y en a quand même moins et il y a moins de choses quantifiables pour l'instant sur le SCEG. Ça veut pas dire que ça va pas se développer, au contraire, mais pour l'instant c'est un petit peu moins mature. Et gouvernance, on sait pas très bien ce que ça recoupe. Alors ça commence là avec le style de management, c'est qu'est-ce qu'on parle derrière gouvernance? C'est lorsqu'on par exemple, lorsque vous réalisez le processus pour un fonds l'acquisition d'un actif, c'est toutes les questions et tous les filtres, toutes les étapes que vous allez vous imposer pour être sûr que vous avez bien pris en compte toutes les dimensions. Parce qu'il y a Danone qui est une entreprise à mission, et il y a la gouvernance qui est en train de changer. Je sais pas si c'est un rapport. Oui, Danone fait partie des premières sociétés à avoir adhéré notamment au label B Corp, un label américain que nous avons aussi chez Deepkey, qu'on a passé, qui est pas simple à passer, effectivement. Il y a aussi maintenant la notion qui est encore plus loin d'entreprise à mission. Et puis depuis l'année dernière, il y a le label ISR qui était plutôt dévolu au monde financier et maintenant qui s'est ouvert à l'immobilier. Et il y a des équivalents dans d'autres pays du label ISR, c'est franco-français, mais il y a quand même d'autres équivalents. Et notamment, l'une des questions, c'est lorsque je vais créer un fonds, est-ce que je vais le labelliser ISR, et donc est-ce que je vais mettre en place toute la gouvernance et la documentation pour prouver que mon fonds est labellisé ISR. Ok. Et alors, on a vu avec Julien que tu avais ouvert un nouveau bureau à Londres. Et notre question avec Julien, c'est comment tu ouvres un nouveau bureau? C'est quoi? Est-ce que tu choisis un marché par rapport à un certain nombre de fondamentaux? Et les premières choses que tu fais quand tu vas à Londres, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, on a testé plusieurs manières d'ouvrir des pays. On a découvert des choses qui marchaient, des choses qui marchaient pas pour nous en tout cas. Et alors ce qu'on fait, c'est qu'au départ, on se laisse entraîner par nos clients. Aujourd'hui, on a 4 bureaux en Europe, mais en réalité, on accompagne des clients dans 33 pays dans le monde aujourd'hui. D'accord. Qui ont des portefeuilles, on collecte de la donnée, on les aide sur la réglementation locale d'un point de vue ESG dans 33 pays. Et tout ça, on l'a fait au départ de Paris. Ça, c'est la première étape. S'ouvrir sur un marché pour le comprendre, pour apprendre à s'adapter à la culture, s'adapter au processus technique de collecte de l'information, mais aussi à la réglementation locale. La deuxième chose ensuite, c'est de signer avec des clients basés dans le siège social et basés dans le pays, dans le marché. Et ça, on essaie toujours de le faire avant d'aller sur un marché, de le faire de Paris. D'accord. Donc à Londres, avant d'ouvrir Londres, on avait gagné 4 clients de Paris. D'accord. Voilà, ça nous a Quand il y a un chiffre d'affaires suffisant, à ce moment-là, vous installez une équipe. Exactement. Et là, on recrute, on fait appel à des chasseurs. Oh là là là, de recrutement, quel drôle d'espèce, pour qui est en plus spécialisé en immobilier, tant qu'à faire. C'est terrible. Parce que c'est important qu'on ait nous des personnes qui sachent parler à nos clients et qui comprennent le marché. Exactement. Donc notamment là, on vient de recruter à Londres, on va l'annoncer très bientôt, un cadre senior de chez CBRE UK qui quitte CBRE pour rejoindre les équipes de Deepkey et diriger la filiale britannique. Et donc ça c'est la deuxième étape, la troisième étape, et ensuite la quatrième étape, c'est de faire croître l'activité autour des clients qui ont leurs sièges sociaux localement, bien sûr. D'accord. Et Londres, c'est quand même une destination d'un point de vue immobilier qui reste évidente, même après le Brexit. Ouais, d'accord. Et quel est donc en dehors de la France, quel est le pays sur lequel vous êtes le plus implanté? C'est Grande-Bretagne, le deuxième, en nombre parce qu'on a beaucoup de clients qui sont pas britanniques mais qui ont plein d'actifs en Grande-Bretagne ou qui ont des filiales en Grande-Bretagne. Ouais. Ensuite c'est l'Italie, ensuite l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. D'accord. Alors, et combien coûte Deepkey? Je suis client. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher, Deepkey, c'est bien, c'est efficace, c'est pas cher. C'est presque gratuit. Non. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais en fait, nous avons un modèle qui est basé sur un coût d'abonnement par actif, qu'on facture à l'actif souvent, qui est refacturé au locataire par ailleurs. D'accord. Et souvent. Et donc ce coût varie en fonction de l'étendue des fonctionnalités que nous mettons à disposition de notre plateforme et l'étendue des services que nous fournissons. Est-ce que on est là juste pour collecter la donnée, vérifier sa complétude, la mettre en qualité et générer un reporting interne, ou est-ce qu'on est là pour accompagner toute la stratégie ESG de nos clients? Et en fonction
du niveau d'approfondissement, bien sûr, le prix augmente. Ça va de 1000 à 10 000 euros par actif par an. 1000 à 10 000 euros, d'accord. Et la taille de l'actif a une importance dans le prix, ou un actif est un actif et ça change rien pour vous? Alors ça peut en avoir, mais on essaie de maintenir les choses simplement. Après, on a certains clients qui nous demandent d'afficher une facture avec un prix qui fonctionne du nombre de mètres carrés pour dissocier un actif de 1000 mètres carrés versus un actif de 40 000. Et donc on a un prix moyen sur le parc qui est le même et on ajuste en fait autour de la surface. D'accord. Et est-ce que Deepkey est rentable aujourd'hui? Deepkey était rentable avant de lever des fonds. Deepkey est rentable en France. En revanche, Deepkey n'est pas rentable à l'échelle du groupe et à l'international parce que justement on a levé des fonds pour accélérer le développement. D'accord. Il y avait une place à prendre en Europe. On l'a prise aujourd'hui puisque aujourd'hui, quand vous voyez aux États-Unis, en Europe, en Australie, il y a 3 grands acteurs comme nous et en Europe, c'est nous le plus grand. D'accord. Qui sont vos investisseurs qui a souscrit au capital de Deepkey? On a des entreprises, des family office comme Alinov, la famille d'Entresangle, qui gère notamment l'argent de la SNCF, donc l'argent de la SNCF au capital. Nous avons aussi Demeter, qui est un fonds spécialisé européen dans les clean tech. D'accord. Nous avons aussi Statkraft, qui est un fonds allemand spécialisé dans les clean tech. Et enfin, Citizen Capital, un fonds à impact positif qui est basé à Paris. D'accord, qui vous aide à vous développer au-delà des fonds qu'ils apportent. Est-ce que il y a une aide opérationnelle de ces fonds? Oui, des mises en relation, parce qu'ils sont tous liés avec des investisseurs, notamment immobiliers, comme par hasard. Mais aussi des réflexions. Hier, par exemple, nous faisions avec Citizen Capital un atelier autour des indicateurs de performance de l'impact de Deepkey sur le patrimoine immobilier de ses clients en ESG. Et donc, on a travaillé les indicateurs pour mesurer et affiner l'impact qu'on pouvait avoir ou auquel on pouvait contribuer chez nos clients. Donc la promesse de valeur. Et exactement. D'accord. Bah du coup c'est une sacrée success story, mais ce qu'on sait généralement c'est que derrière des success stories il y a des personnes. Si on commence par parler rapidement de toi, alors parce que je sais que t'es pas tout seul, est-ce que tu peux juste nous rappeler en 2 mots ce que t'as fait avant et finalement comment arrive à devenir le cofondateur de Deepkey et d'une startup comme ça avec pas mal de succès? En hypercroissance. Tout d'abord, on commence par faire des études d'ingénieur avec une spécialité en informatique et ensuite s'ouvrir à des études de plus commerce. J'ai fait un executive MBA à la London Business School et moi j'ai passé ma carrière à travailler dans le sujet de l'environnement, l'énergie, l'environnement et dans des cabinets de conseil, mais aussi dans des grands groupes type Engie. D'accord. Et en fait, à un moment donné, j'ai rencontré mon associé, Emmanuel Blanchet. On se connaissait depuis un moment, on déjeunait régulièrement ensemble, et on partageait tous les deux une double frustration. C'est que d'un côté, la transition environnementale de l'immobilier, elle n'avait pas vraiment lieu. On en parlait beaucoup, mais c'était beaucoup d'intentions, beaucoup de jolis rapports annuels, mais pas beaucoup de faits. Et de l'autre, à chaque fois qu'on parlait de mettre en œuvre des solutions, on entendait parler de faire des audits énergétiques, faire des audits techniques, installer de l'IoT, installer la GTB. La GTB, et on était là, attendez, ça se trouve trop de données, on va déjà commencer par exploiter la matière qui existe pour orienter les choix et ensuite on verra ce qu'on peut apporter. Et c'est ce qu'on a fait en lançant Deepkey. On a toujours eu le sentiment que le marché, à un moment donné, de l'immobilier finirait par prendre en considération la thématique ESG comme une thématique clé, une thématique prise par cash is king, comme on dit. Donc, une thématique prise en compte directement par les investisseurs. Et je dois bien dire que jusqu'à 2020, c'est nous qui évangélisons beaucoup, nous et bien d'autres, mais qui contribuons à évangéliser le marché. Et depuis 2020, c'est nos clients qui nous tirent. D'accord. Ça va dans tous les sens, ça va extrêmement vite, c'est hallucinant ce qui se passe. Donc c'était une vision. Et du coup, juste sur le moment de création d'entreprise, c'était quoi? C'était un moment de grâce où lors d'un déjeuner, vous êtes dit ça y est, il faut qu'on le fasse, ou alors est-ce que c'était plutôt un process long de maturation? Comment ça s'est Les deux, mon capitaine. Il y a eu un déjeuner. Toujours par un déjeuner. On a envie de le faire. On a envie de le faire ensemble. Mais après, ça a été 1 an de réflexion. Avant de sauter le pas. Exactement. Parce que il faut le temps de réfléchir à comment, à quoi et comment. Parce qu'il y a plein de thématiques, il y a plein de sujets, par quel angle les prendre. Et puis surtout, il faut apprendre à se connaître. Parce que nous, on se connaissait professionnellement, mais pas tant que ça. Et donc, c'est important de bien comprendre quels sont les drivers, les motivations intrinsèques de chacun pour s'associer. Parce que l'association, c'est un mariage important, un mariage très riche, mais c'est un mariage qui doit bien se faire. On apprend en MBA notamment que c'est marrant, il y a une double étude que j'avais vue à l'école où d'un côté on disait en France 70% des entreprises de 4 ans mettent la clé sur la porte à cause de problèmes de gestion, et il y avait la même étude britannique qui disait 70% des entreprises mettent au bout de 4 ans la clé sur la porte à cause de dysfonctionnement pour les associés. Et je sais pas si quelle est l'œuf ou la poule
ce qui est lié avec l'un l'autre, ici c'est les mêmes 70%, mais c'était pas la même étude bien sûr, mais évidemment c'est important. Et donc on a pris le temps de se connaître, pris le temps d'apprendre à travailler ensemble avant de se lancer. Ok, avec des drivers, quels sont vos drivers communs ou différents? En driver commun, on avait l'envie d'avoir un impact environnemental et un impact sur le marché. Ça, c'est vraiment ce qui tous les deux nous motivait très fort. Ouais. Et la deuxième chose, c'était l'envie de construire quelque chose, de créer quelque chose et de se sentir un peu plus agile. Même si en réalité, on a moins de moyens, parce qu'évidemment, quand t'es chez Engie, t'appuies sur un bouton et là, il y a de l'argent qui arrive. C'est pas pareil que quand tu démarres avec zéro, mais on a le sentiment de liberté, on a le sentiment de pouvoir se lancer. Et du coup, voilà, on se lance, on démarre. C'est quoi les premiers échecs ou les échecs un peu marquants que vous avez pu avoir dans la création d'entreprise? J'ai l'impression que c'était une suite d'échecs comme une suite de réussites en fait, les deux en même temps. Il y a des échecs, on en a eu plein, mais les premiers, je pense, c'est de croire que le marché était prêt pour basculer dans l'amélioration de la performance. On est arrivé voir nos premiers clients en leur disant, messieurs, dames, on va prendre vos données, on va les analyser et on va vous dire comment améliorer en économie d'énergie, en économie d'eau, en économie sur les déchets, à tel endroit, tel endroit. Et ça ne les intéressait pas. Pas du tout. Pas du tout. Et donc ils nous ont dit, d'accord, mais alors moi je veux même bien commencer à m'intéresser au sujet, mais je sais même pas quelle est la performance de mon patrimoine. Vous pouvez pas juste me dire où j'en suis déjà pour commencer? Et donc on s'est mis à collecter de la donnée, la fiabiliser et les aider à avoir de la performance. Et ensuite on a dit on peut faire des économies, ça y est, on peut se lancer sur la performance ESG. Non. J'ai 3 reportings trimestriels pour mes SCPI, 5 pour mes investisseurs, 12 donnez-moi les reportings. Filez-moi mes reportings parce que je passe mon temps à faire ça, à prendre des fichiers Excel, à les cruncher et à sortir des ratios et donc on s'est mis à faire du reporting. Du petit cruncher de chiffres. Cruncher de chiffres. Et c'est qu'une fois qu'on avait rempli ces 2 étapes-là, enfin nos clients étaient mobilisés, avaient envie de se mettre, en tout cas les plus matures d'entre eux, sur l'amélioration de la performance. Donc ça a été le premier grand échec, c'est de croire qu'on allait passer directement à table, alors qu'en fait il fallait faire à manger et mettre la table. Et puis il y a toujours ce sujet de time to market, quoi. Faut être au bon moment, au bon endroit. Et c'est vrai que quand on est un peu pionnier, ça peut mettre un petit peu de temps et peut-être faire cruncher des chiffres entre temps, quoi. Exactement. Du coup, vous êtes une entreprise qui a pas mal grossi. On peut même parler d'hypercroissance d'entreprise. C'est quoi vos gros enjeux RH? Onboarder. On en a plein d'enjeux RH. Il y a trouver les bons profils, recruter, bien sûr, c'est important. Donner de la visibilité sur le parcours, construire des carrières, des parcours de carrière, créer la mobilité internationale, créer la mobilité entre les départements, parce que quand vous êtes dans le feu de l'action, que tout change tous les 6 mois, ça va, tout le monde est mobilisé. Mais quand ça fait 5-6 ans, c'est des personnes qui sont toujours là, et c'est formidable, eh bien, il faut créer un chemin. Bien sûr. Ça, c'est un sujet. Mais je crois que le plus grand sujet, c'est celui que je mentionnais au début, c'est vraiment l'onboarding. C'est-à-dire, on a recruté 35 personnes en 2020, on va recruter 40 personnes, on est en train de recruter 40 personnes en 2021. Il faut s'assurer que toutes ces personnes qui arrivent rentrent dans la culture, soient bien intégrées. Et dans le contexte de la Covid, on a complètement revu nos méthodes d'onboarding. On les a processées beaucoup plus qu'avant. On a essayé de créer des respirations humaines, de contact humain pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose de tout bête. Mais en fait, on a arrêté d'accueillir les gens au fur et à mesure. On les accueille tous ensemble pour que même s'ils se voient pas physiquement au début ou pas beaucoup, eh bien il y a une communauté qui se crée, la communauté du mois de mars 2020. Ouais. CBRE fait ça aussi. C'est vrai. Il y a le big boss Fabrice Alouche qui prend tous les new arrivals, il les met dans une pièce et il leur raconte l'histoire de CBRE, les valeurs, etc. Et puis il y a toute une journée thématique avec des patrons qui se succèdent et qui expliquent, parfois en petits groupes, parfois de manière plus un petit peu plus massive. Et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une super idée. Voilà. Et ça permet aussi de créer des liens entre les nouveaux arrivés, en fait, de leur créer directement un accès à un réseau de gens qui ne se connaissent pas et qui ont besoin d'avoir un lien social dans l'entreprise. C'est ça. C'est une promotion. Promotion, exactement. Des promotions. Parce que j'imagine qu'il y a besoin de repères. Enfin, quand on arrive dans une structure et qu'on arrive par paquet de 40, c'est faut réussir à se trouver des repères, je sais pas, des mentors ou et surtout dans ces sujets de travail à distance, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, comment
Quand vous gérez cette histoire de Covid, travail à distance, etc., comment ça se passe chez vous? Alors déjà, on s'est rendu compte, malgré nous, comme beaucoup, hein, mais qu'on était très résilient. C'est-à-dire que en fait, on pouvait très bien continuer à travailler et maintenir des conditions opérationnelles de service et de qualité pour nos clients identiques, bien qu'on soit plus tous au bureau. Là où on perd quand même, c'est sur le brainstorming, c'est sur l'innovation. Là, on sent que c'est plus laborieux, c'est plus poussif. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a été très attentif à créer des points de contact via notre CSE, via le département RH, via les managers, avec chacun pendant les différentes périodes de confinement, pour s'assurer que c'était bien vécu. Heureusement que la législation s'est un petit peu assouplie, ça nous a permis en fait de faire des cas particuliers, d'adapter soit la présence au bureau, soit les conditions de travail, de manière à faire en sorte que on puisse manger devant son bureau, que on puisse venir 5 jours au travail si vraiment on peut pas travailler chez soi, etc., etc. Et puis enfin, on a créé des points de contact réguliers. Deux exemples sont ce qu'on appelle les e-coffee, mais beaucoup d'entreprises ont fait ça. Et chaque semaine, par équipe, alors pas toutes les équipes, mais certaines équipes, la plupart des équipes se réunissent, prendre un café virtuel et parler de tout et de rien. Et moi qui me baladais beaucoup dans les pays où on a des filiales chaque mois pour aller rencontrer les équipes, c'est extrêmement frustré de pas pouvoir le faire à partir de mars 2020. Et donc j'ai mis ça en place il y a un an, toutes les semaines. Un point avec l'Italie, un point avec l'Espagne, un point avec la Grande-Bretagne. Et en fait, ça, c'est super pour conserver le contact, conserver le lien. Ça fonctionne bien. Ouais, vraiment. Et Vincent, comment as-tu fait pour les premiers recrutements que tu as fait? C'était probablement des experts. Comment tu as fait pour transformer des experts en managers, pour ceux qui sont les plus anciens dans tes équipes? Bonne question. Alors déjà, il y a c'est pas possible pour tout le monde, c'est parce que c'est pas forcément le souhait. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément souhaitable non plus, parce que même si certains ont le souhait de basculer de expert à manager, il n'y a pas forcément tous les outils et qu'il faut créer un accompagnement. Donc il y a certaines personnes qu'on a vraiment accompagnées avec des externes, des coachs, dont l'espèce aussi. Très bonne idée ça. Pour justement évoluer dans leur rôle et leur prise de rôle au sein de l'organisation. Mais je dirais que tout le monde ne le souhaite pas. C'est pas faisable avec tout le monde, on a essayé, et parfois ça fonctionne, mais il faut l'accompagnement. D'accord. Parce qu'en fait, un des grands risques des startups qui réussissent, qui sont dans l'hypercroissance, pour reprendre le terme de Julien, c'est le problème du middle management, en fait. Du gap entre des super techniciens experts, et les dirigeants qui ont toujours le feu sacré, la flamme, qui sont probablement souvent de bons managers et de bons développeurs, mais entre les deux, il n'y a personne. Est-ce que il y a ce risque-là chez toi? Complètement. L'année dernière, on en a créé l'étage des managers de proximité. Donc c'était vraiment créé et introniser ce niveau de management, leur donner les outils et les moyens aussi, et puis on a tâtonné, on a appris, mais depuis 6 mois on réalise des formations et des ateliers réguliers avec ces personnes, animées par le département RH et parfois uniquement entre eux, et là on va démarrer une session de plusieurs semaines d'accompagnement pour les aider avec là encore un conseil externe, les aider à monter en puissance dans leur rôle de manager. D'accord, c'est très abouti déjà. Oui, mais c'est parce qu'on a fait face à plein de difficultés auparavant. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, qu'on n'arrivait pas à faire partager l'information exactement comme il fallait, que il y avait des suivis qui étaient moins bien faits, il y a des suivis qui étaient faits par certains mais pas par d'autres. Et donc c'est force de se prendre les pieds dans le tapis qu'on a dit il faut mettre en place tout ça pour que ça fonctionne, quoi. D'accord. Et avec Emmanuel, vous êtes quel style de manager tous les deux? Sympa, abordable, efficace, sympa. Je vous fais toutes les qualités tout de suite. Ouais. Je garde pas comme défaut. Très exigeant. On va commencer par les défauts. Très exigeant. Aussi. Ouais, c'est pas facile tous les jours pour les équipes, parce que on en a conscience, on le sait, on le sent, parce que être en hypercroissance, c'est tous les 6 mois changer d'organisation ou quasiment, en tout cas dans une partie de l'entreprise, c'est se remettre en question en permanence, c'est demander de faire rentrer des ronds dans des carrés, c'est demander de faire rentrer plus que ce qu'un contenant ne peut prendre parfois, et donc et on sait qu'en termes de charge de travail, en termes de stress, en termes de, même s'il y a le sens d'avoir un impact sur l'environnement, même s'il y a l'engouement, la joie de travailler en collectif, le quotidien est difficile. C'est pas simple et c'est dur, et comme on va avoir l'impact le plus rapide, et comme aussi il y a la réalité de les prises de marché, oui, c'est ça, les clients sont là, la trésorerie, etc. Ça crée une double exigence qui au quotidien, on le sait, pas facile pour les équipes, pas toujours facile, mais on fait attention et puis on se remet en question. La deuxième chose peut-être aussi, c'est la bienveillance, je crois, ou en tout cas on cherche à être bienveillant et bienfaisant. Tout le monde a le droit de partager son idée, on pense pas qu'on est à deux
tout ce qu'il faut pour faire fonctionner la société. Pas du tout. On a besoin des autres et on sait qu'on est plus fort à plusieurs. Et je crois qu'on essaye de créer un climat où chacun peut s'exprimer, chacun peut tenter des idées. Et je préfère largement qu'on me demande pardon, qu'on me demande la permission, parce que je pense que c'est en tentant les choses. Le droit à l'erreur chez nous est vraiment très prégnant. Et puis peut-être une troisième marque de notre identité qu'on a imprimée sur l'entreprise, c'est peut-être le sens client. La seule raison pour laquelle je pourrais couper, c'est en dehors de ma femme qui m'appelle, c'est parce qu'un client m'appelle. Pas parce qu'on dit oui et on dit toujours oui à un client, pas du tout. On sait très bien lui dire non et on va lui expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. En revanche, on a le sens du client, on est très orienté client et je crois que ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients et aux équipes. Et comment du coup vous arrivez à nourrir cette culture, parce que j'imagine que au début quand on est deux, on est un peu pareil, on a un peu les mêmes idéaux, on arrive à gérer ça. À 10, on arrive encore à gérer ça au petit-déj, je sais pas, un matin en semaine, mais quand on arrive à 120, 130 personnes, comment on arrive à insuffler dans les équipes et justement au management intermédiaire dont on parlait, ces sujets de culture, d'exigence, de sens client. Mais c'est pas facile. Déjà, parce que quand on est à 100, qu'on passe en l'espace de 1 an de 60 à 100, tout simplement, il y a des gens dont on connaît plus le prénom et dont on a des doutes. Mais il travaille sur quel client, les gens. Et parce que c'est difficile, quoi. Au bout d'un moment, on travaille plus avec tout le monde, donc c'est pas facile. Premièrement, il faut reconnaître ses faiblesses. C'est-à-dire, on peut pas tout savoir, on peut pas tout. Et donc, je pense que déléguer tout de suite énormément et se montrer à peu près exemplaire dans les valeurs que l'on souhaite partager, c'est quand même une bonne manière de faire, me semble-t-il. Vraiment laisser les autres faire et soi-même se montrer à l'image de ce qu'on attend des autres. Ça permet d'insuffler un signal qui se perpétue bien. C'est assez fractal en fait, c'est les implications. Et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est l'information. Et nous on communique pas mal, mais on communique pas suffisamment vite. Donc souvent on nous dit mais ça fait 3 semaines que c'est comme ça. Mais pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Et donc ça peut créer une frustration. Pourtant on est très transparent. Le PowerPoint qu'on présente dans les investisseurs tous les mois, on présente aux équipes sans aucun problème. Alors pas tout parce qu'on critique, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais on n'a aucun problème à être vraiment, à part les situations personnelles et les salaires, pour le reste, chez nous, il y a une culture de la transparence très très forte. Mais pas toujours au bon rythme. Pas toujours suffisamment rapidement. Vous courez toujours derrière votre croissance. Exactement. Et donc, résultat, ça peut générer la frustration. Donc, c'est dur, mais communiquer, c'est important. Et puis, le dernier, c'est former, accompagner. Moi, je crois beaucoup à l'accompagnement externe. On arrive tous avec notre identité, qui on est, nos frustrations, nos psychopathologies, notre histoire. Et donc, quand on met ça au milieu de la table qu'est l'entreprise, eh bien, ça peut vite faire un bouillon compliqué. Et on a besoin de personnes qui nous aident à nous extraire et dire, attends, ça t'appartient. Tu l'amènes pas sur la table de l'entreprise. Ça, en revanche, c'est utile pour l'entreprise et pour la tâche fondamentale qui est l'entreprise se développe. Et donc, voilà, avoir cette réflexion permanente et ce recul sur ce qu'on fait, ça me semble essentiel. Et pour ça, il faut être accompagné. Concernant l'organisation de tes équipes, est-ce que tu as tâtonné un petit peu et aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir l'organisation qui va permettre la croissance de Deepkey à l'international? Ah, bonne question. Est-ce qu'on a tâtonné? Oui, tout le temps. Forcément. On tâtonne tout le temps. Il y a tout le temps je sais pas pourquoi je pose la question d'ailleurs. Il y a tout le temps un département, on se dit non, ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut qu'on fasse autrement. Tout le temps. Donc oui, en permanence. Parfois c'est des départements clients, parfois c'est des départements acquisition des clients, parfois c'est des départements support, parfois c'est des équipes développement informatique. Et vous n'arrez pas un plateau sur certaines organisations en disant là on a trouvé le bon modèle, maintenant on peut le dupliquer. Si. Alors pardon, à l'échelle de l'entreprise, ça change tout le temps. En revanche, il faut des périodes de respiration et de calme et de stabilisation. Donc notamment depuis 2 ans, nous la partie développement informatique, on a 40 développeurs informatiques, data scientists. L'organisation bouge plus quasiment plus depuis 2 ans. Elle peut se développer de manière incrémentale, mais elle est stable. Oui, elle est même stable en termes d'effectifs, à peu près stable en termes d'effectifs. En revanche, il y a d'autres équipes qui ont besoin de se développer et de s'adapter encore aujourd'hui. Notamment, tu parlais du développement international, on avait un service support qui fonctionnait pour la France. RH, compta, il y a tout adapté. Mais après, comment on fait quand l'international? On recrée les équipes dans les mêmes pays, mais c'est pas possible. On demande au country manager, en plus d'être exigeant sur les résultats, de faire le support. C'est pas possible non plus. Donc, on travaille avec des externes locaux et on travaille avec des coordinateurs
centraux, et puis ça marche un moment. Par exemple, sur le marketing, ça marche jusqu'à une certaine taille, mais après il faut redupliquer les organisations localement pour que ça fonctionne bien. C'est passionnant. Bref, donc c'est absolument passionnant, et on est tout le temps en train de tâtonner, de chercher, de se renseigner sur ceux qui sont passés. Comment font les autres Exactement, aussi. comment on fait les autres qui sont passés par là. Lire aussi pour des bouquins d'entrepreneurs qui ont suivi tout le processus pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ce qui est très dur, c'est qu'il n'y a pas une recette magique, c'est-à-dire que ce qui marche dans un secteur, les entreprises, des proptech, ne marche pas dans certains environnements culturels, parce que la France et l'Espagne et l'Italie, c'est très différent des pays nordiques, c'est très différent des États-Unis. Et puis ça évolue aussi à travers le temps, notamment lorsqu'il y a des évolutions des conditions de travail comme le télétravail. C'est un vrai état d'esprit, au fait, toujours être à l'affût. Par rapport à ça, alors c'est peut-être une question un peu tarte à la crème, mais je trouve que ça peut être assez intéressant. Quelle définition tu donnerais au leadership? Tarte à la crème et piège, peut-être. Ça y est, je savais bien qu'il y avait une évaluation à demander. Ah ouais, ça fallait bien que ça arrive. Leadership. Enfin, ta vision du leadership pour toi. C'est quoi un leader? C'est quoi un leader? T'as donné pas mal d'éléments sur la manière dont tu t'adaptes, t'as donné pas mal d'éléments sur ton management, t'as donné pas mal d'éléments sur l'entreprise et comment tu l'adaptais. Si tu avais à définir le leadership, ou en tout cas la manière dont toi t'incarnes le leadership en 3 mots ou en 3 termes, ça serait plutôt quoi? En 3 termes, ça serait inspirer, protéger et partager. Bah super, l'assessment est super réussi. Il a passé le test. C'est passé. Tu lis beaucoup de bouquins sur de patrons de start-up, d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a un qui t'inspire plus particulièrement et qui te nourrit au quotidien pour ta pratique d'entrepreneur? Déjà, j'aimerais lire plus, parce que je lis pas tant que ça, mais récemment, je viens de lire un livre qui m'a beaucoup inspiré, que mon cher DRH m'a prêté, qui s'appelle Employees First, Customers Second. Ah, il est fantastique. Voilà, de Vinit Nayar, et vraiment, c'est très très intéressant. C'est très intéressant. C'est la théorie selon laquelle si tu traites bien tes employés, ils traiteront bien tes clients. Donc c'est tes premiers clients, c'est tes employés. Exactement. Et employé, c'est pas un bon terme d'ailleurs, c'est collaborateur. Enfin, je sais pas quel est le bon terme. C'est passionnant. C'est absolument passionnant, et alors j'étais très heureux de voir qu'il y avait des choses qu'on avait mis avec Emmanuel en place assez naturellement, qu'on retrouvait dans le bouquin. Mais alors il y a 80% de ce qu'il propose qu'on n'a pas encore mis en place, et je suis sûr qu'il y a plein de petites choses qu'on a envie de mettre en place dans les mois et années à venir pour évoluer aussi sur cette. Et il y a un bouquin, je te donnerai les références tout à l'heure, qui est très intéressant, qui est sur la culture de l'apprentissage. De dire que personne ne peut pas apprendre quelque chose, en fait, dans une entreprise. Et donc, il est possible, tout est possible. Donc, à partir de ce postulat-là, quelqu'un qui était à la RH peut passer en opérationnel, inversement, et il faut donner la chance aux gens en interne, et on développe une culture qui crée énormément de valeur. C'est absolument passionnant. Ouais, je trouve, j'ai découvert ça parce que mon métier d'aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a 7 ans, et ce sera pas encore le même dans 6 mois, ou dans 12 mois. Mais, en fait, moi, ce qui m'a toujours ému, c'est le côté avoir un impact sur l'environnement. Toute ma carrière, je l'ai orienté autour de ça. Et ce que je découvre avec l'entrepreneuriat, avec la gestion d'entreprise, c'est qu'il y a une dimension que je ne couvrais pas, moi, jusqu'à présent, par mon métier, qui était le S, le social. Ouais. Et alors, les organisations, l'évolution des uns et des autres, toutes ces réflexions autour de la structuration, des dynamiques des groupes, etc., c'est absolument passionnant. Et c'est vrai que, c'est un nouveau monde pour moi depuis quelques années, mais qui m'enrichit beaucoup. Ok, Vincent, écoute, merci de ce partage. Et toi, tu dis que ton métier n'est plus le même qu'il y a 7 ans. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Au quotidien, mon métier, c'est de préparer l'avenir de l'entreprise. Sur la partie stratégie, sur la partie trouver des financements, des investisseurs, sur la partie développement à l'international. Mon métier, c'est d'intervenir parfois en dernier recours lorsqu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des problèmes RH, des problèmes clients, des problèmes techniques, des problèmes légaux. Et puis la troisième chose, c'est de recruter et de m'assurer que l'onboarding et puis le suivi des compétences et des talents fonctionne bien au sein de l'entreprise.
Alors tu parles du coup de préparer l'avenir. C'est quoi l'avenir pour Deepkey? C'est quoi vos ambitions? Alors à court terme, c'est ouvrir l'Allemagne, c'est le sujet du moment. On est maniaque. Voilà, je me suis levé en pensant à l'Allemagne plusieurs fois. Donc là, on est vraiment là-dessus. Cet été, on souhaite avoir des bureaux ouverts en Allemagne. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de préparer une nouvelle levée de fonds parce que nous souhaitons accélérer notre développement. Il y a une place à prendre sur le marché. On souhaite accentuer encore plus notre impact et notamment aller sur d'autres marchés continentaux comme les États-Unis. Et donc pour ça, il faut pas faire les choses à moitié, il faut avoir les moyens. Donc on souhaite faire une levée de fonds significative de plusieurs dizaines de millions d'euros. Avec des fonds US pour peut-être faciliter l'accès. Pourquoi pas, des fonds US, mais on est content d'être français aussi, donc on verra. Ouais. Mais ça peut être effectivement aussi des fonds US qui nous rejoignent. Et du coup, c'est quoi la spécificité d'aller s'implanter aux US? C'est plus... Enfin, les difficultés ou les... Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que moi je l'ai pas encore vécu, mais d'autres disent qu'ils l'ont vécu, que ça coûte cher déjà, les salaires sont beaucoup plus élevés, c'est difficile de recruter les bons talents, il faut se créer des réseaux, enfin ça met plus de temps, il faut 1 à 2 ans pour vraiment se développer localement aux États-Unis, et il faut compter 1 à 2 millions d'euros paraît-il par année, voire par semestre en fonction des moyens qu'on met, pour à la fin n'avoir pas grand chose au bout de 2 ans quoi. Donc, c'est un vrai investissement quoi. Intéressant. Les États-Unis. Exactement. Mais après, il paraît que une fois que c'est lancé, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, tout le monde dit ça. Il paraît. Et donc pour réaliser cette ambition, tu as besoin de talent, tu as besoin d'argent. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Est-ce qu'il y a des technologies qui vont être inventées chez Deepkey, ou est-ce que finalement toute la techno a déjà été inventée et il n'y a pas beaucoup d'évolution sur ce que vous proposez aux clients? Alors si, il y a beaucoup d'évolution. Est-ce que la R&D c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, nous sommes jeune entreprise innovante, nous avons régulièrement des awards et des prix d'innovation. Donc oui, la R&D est très importante chez nous. On a une équipe dédiée de R&D, et on continue à innover énormément. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, on innovait nettement plus que la capacité réelle de nos clients de mettre en œuvre tout ce qu'on leur a raconté, tout ce qu'on peut faire pour eux. C'est en train de changer, hein, donc mon discours je vais pas changer parce que là vraiment ça s'accélère. Donc je pense qu'on va peut-être mettre à court dans quelques années d'innovation réalisée, construite, voilà. Mais pour l'instant, c'était quand même un peu ça. C'était beaucoup d'innovation, et puis il faut attendre que les clients soient suffisamment matures pour tout en profiter. D'accord. Est-ce qu'il y a des thématiques de développement, de R&D ou d'innovation qui te semblent être extrêmement pertinentes pour les 2-3 prochaines années? Ah bah oui, alors il y a déjà celles qui existent et qui fonctionnent très bien et sur lesquelles nous on s'appuie, qui sont l'automatisation. On automatise énormément de choses. 1 million de bâtiments, 1,5 million de compteurs dont on récupère de la donnée, des quantités astronomiques d'informations. On le fait bien sûr pas à la main. Tout ça c'est automatisé. Donc c'est ça le machine learning? Non, ça le machine learning c'est mon deuxième exemple. Okay, machine learning c'est toutes les algorithmes, c'est toute la partie de l'informatique qui en fait exploite des jeux de données pour aider à prendre des décisions ou pour prévoir des choses. Et donc nous on utilise beaucoup ça. On en parle beaucoup, c'est souvent un terme très marketing et très galvaudé. En réalité, il y a assez peu de cas d'usage, mais nous il y en a 3 qu'on utilise particulièrement beaucoup, notamment le fait de faire ce qu'on appelle du gap filling, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un moment donné où il te manque une information sur un bâtiment, et en fait, il faut pouvoir l'estimer cette information sans trop se tromper. D'accord. Et donc on a des algorithmes qui s'entraînent en fait à trouver les informations manquantes et qui sont statistiquement extrêmement justes. Fantastique ça. C'est extraordinaire. Un autre exemple, c'est les benchmarks. Souvent, on compare les valeurs des loyers, des mètres carrés, etc. Par rapport à des moyennes. Mais ça n'a pas de sens. Mon bâtiment il est différent. Et pourtant, c'est parce que mon bâtiment est différent que je ne peux pas le comparer à d'autres. On le fait bien avec le marketing sur les personnes ou dans le B2C. Nous, on fait pareil. On a des algorithmes d'analyse statistique qui font des comparaisons, toutes choses étant égales par ailleurs, et en fait amènent à des conclusions ou des analyses qui sont vraiment pertinentes lorsqu'on compare la performance ESG d'un bâtiment par rapport à un autre. Voilà, ce sont 2 exemples très intéressants. Et après, il y a encore plein d'autres domaines intéressants qui pourront être creusés, notamment tout ce qui concerne l'impact du changement climatique sur l'immobilier. On travaille beaucoup sur ça depuis quelques mois, et de définir en fait à un horizon 2050 quelles sont les conséquences réelles, physiques, en termes de température, de précipitation, de consommation d'énergie, de consommation d'eau, d'évacuation des eaux pluviales, de glissement de terrain, du changement climatique sur un actif donné. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant, et c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si simple de faire quelque chose qui soit pertinent et qui aide à la décision d'arbitrage ou d'acquisition pour un investisseur. On le voit bien, on est vraiment dans un environnement de changement. L'immobilier, qui peut être assez traditionnel parfois, est vraiment en train de changer. On en parle depuis le début de l'échange.
Qu'est-ce qui te frappe le plus au fait dans ce qui est en train de se passer dans le secteur immobilier? Je crois que c'est plus du tout un signe faible. Là, c'est vraiment le premier point. Ce serait vraiment la prise en compte de la volonté des investisseurs de placer leur argent et que cet argent génère bien sûr des profits, mais en ayant un impact positif socialement, gouvernance, développement durable, environnement. Et ça, c'est vraiment ce qui me frappe le plus depuis un an. C'est assez récent en fait. Ah oui, non, c'est très récent. Il y a vraiment un indicateur très intéressant, c'est les lettres de Larry Fink chaque année. Ouais. Celle 2017, pas du tout. 2018, il commence à parler de la prise en compte des stakeholders. 2019, il parle pour la première fois de ESG. 2020, il dit attendez, les changements climatiques, c'est quand même un sujet. Et 2021, il ne parle que de ça. Donc on voit bien l'évolution. C'est assez symptomatique. Et donc, je trouve que là, c'est une lame de fond là qui est en train d'arriver. Et la Covid, je ne sais pas exactement pourquoi, mais a vraiment accéléré cette prise en compte. Nous, on le voit tous les jours avec nos clients de ces dimensions-là. Un autre sujet, je pense, mais bon, il est évident en ce moment, mais c'est l'évolution des usages sur l'immobilier. Le rêve des usages mixtes revient en force. Et donc, je sais pas. Est-ce que tes algorithmes sont capables de dire il y a une évolution d'usage sur cet immeuble? Parce que il y a une consommation énergétique à tel moment, et donc je sens que finalement il y a moins de personnes dans les bureaux à tel moment, que c'est utilisé à moins de. Enfin, évidemment je n'y connais rien, mais est-ce que sur les usages, tu es capable de dire cet immeuble a évolué naturellement d'usage par rapport à il y a 3 ans ou il y a 5 ans? Alors, dans ce sens-là, pas exactement, mais l'année dernière, nous avons sorti une étude sur des bâtiments en Europe de bureaux, et on a regardé en fait ceux qui étaient vraiment fermés. À partir des données pour voir quel était soit s'ils étaient mal régulés, c'est-à-dire que pendant le lockdown, le confinement il y avait personne, mais en fait ça consommait autant que d'habitude, soit qu'ils étaient toujours en train d'être utilisés malgré tout, et que donc tout le monde ne se confinait pas avant pour des raisons X ou Y, et donc c'était intéressant de voir qu'il y avait des disparités d'un pays à l'autre notamment. Mais déduire sinon plus de choses des données aujourd'hui que nous avons sur la performance environnementale d'un point de vue usage, c'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de cas d'usage. J'en vois pas là. D'accord. Et vous, l'immeuble que vous occupez aujourd'hui chez Deepkey, comment est-il géré d'un point de vue énergétique? Est-ce que vous avez appliqué à votre propre immeuble d'utilisateur les connaissez le syndrome du cordonnier? Pas terrible, mais on déménage bientôt. Vous déménagez ça sera mieux. On sait pas encore, mais on déménage bientôt. D'accord. C'est quoi pour toi alors on parle de ça, mais ça ressemblera à quoi du coup dans 10 ans le secteur immobilier pour toi en termes de comportement? Alors évidemment t'en as déjà un petit peu parlé, mais ce sera quoi les grands marqueurs au fait? Dans 10 ans, l'immobilier, ça sera une industrie modernisée et digitalisée comme beaucoup d'autres industries le sont. Une industrie du service. Ouais, je pense. Absolument, une industrie du service, je suis d'accord. Des groupes comme Prologis, aujourd'hui, ne se considèrent plus comme des acteurs de l'immobilier, mais comme des acteurs du service. Ils offrent un service de plateforme logistique, avec, ils te louent les racks, ils te louent les lumières, ils te louent, même maintenant, ils te louent les intérimaires. Et tu veux un entrepôt logistique en France, tu passes par Prologis, ils te mettent tout en place, tu n'as plus rien à faire, tous les contrats ont été sécurisés. Et donc l'évolution de l'immobilier vers le service, je trouve ça assez passionnant, et je pense que tu vas contribuer avec Deepkey à cette évolution. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, effectivement, plus de services, business model orienté service, et puis plus de ESG, ça c'est évident. C'est la grande tendance. C'est une tendance de fond. C'est la tendance de fond. Ouais. C'est vraiment même une révolution quoi, qui est en train de se faire. Et Vincent, est-ce qu'il y a des confrères, d'autres PropTech qui te semblent vraiment intéressantes, où tu dis tiens, je trouve que ce qu'ils développent va dans le bon sens? Alors, quel sera le prochain podcast de Haussmann? Alors, que je réfléchisse. Oui, bien sûr, il y en a plein de boîtes innovantes qui font des trucs super. Moi, j'aime beaucoup et je suis assez admiratif de ce que fait WeMaintain. Ouais. C'est fantastique. Hein. Ouais. Plein. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de lancements de nouvelles choses, mais il y a encore peu de business models qui soient établis et qui fonctionneront ou qui fonctionnent. Voilà. Et
et donc des sociétés qui ont pris une dimension européenne et qui se développent vraiment bien en PropTech, il y en a bien sûr, mais il y a beaucoup de lancements et peut-être un peu moins d'entreprises vraiment établies dans les PropTech. Alors je crois on arrive un peu au terme de notre podcast. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, un sujet qui te tient à cœur qu'on n'aurait pas abordé pendant cette discussion? Le simple fait que les acteurs de l'immobilier, des spécialistes comme vous, sectoriels, s'intéressent à des entreprises comme nous, moi c'est un signal qui est extrêmement positif. Je suis très fier, je trouve ça c'est vraiment super, mais extrêmement positif parce que on voit bien que c'est un peu comme si on avait marre des acteurs historiques et qu'on allait chercher un peu de ça. De l'innovation et puis de l'impact positif et donc c'est pour moi un signal faible fort, voilà, et je vous remercie de m'avoir proposé de participer à ce premier podcast parce que c'était une conversation très intéressante. Merci beaucoup Vincent. Si on veut te contacter, ou si nos auditeurs veulent te contacter, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on joint Vincent? Deepkey.com, LinkedIn, Okay. À votre disposition. Il faut que je laisse mon 06. Merci beaucoup Vincent pour cet échange passionnant et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.